Salut les techno-sagargas. Alors, dans cette petite vidéo, qui va peut-être être pas si petite que ça, nous allons parler du réseau Stay Behind. Oh yeah. Voilà. D'ailleurs, j'en parlais dans une précédente vidéo, là, le truc sur l'Ukraine. En fait, je disais que Gladio, c'était un truc de facho ukrainien. Je me suis planté. C'est des fachos italiens. Pas les mêmes. C'est pas des bandéristes. C'est des fascistes. Ouais. Bon, ouais, c'est pas très éloigné, mais c'est pas les mêmes bestiaux tout à fait. Bon, alors, on attaque tout de suite avec la source la plus fiable de tout l'univers, à savoir Wikipédia, qui nous dit donc Stay Behind. Les réseaux Stay Behind, en français rester derrière, sont des réseaux clandestins coordonnés par l'OTAN pendant la guerre froide. Implantées dans 16 pays d'Europe de l'Ouest, ces cellules visent à combattre une éventuelle occupation par le bloc de l'Est, se tenant prêtes à être activées en cas d'invasion par les forces du pacte de Varsovie. La plus célèbre de ces cellules est la première à avoir fait l'objet de révélations est le réseau italien Gladio, glaive en italien. Historique, mise en place. À la fin des années 40, au début de la guerre froide, une invasion par l'Union soviétique de l'Europe de l'Ouest est une hypothèse plausible en cas de Troisième Guerre mondiale. En février 1948, après le coup de Prague, la CIA entreprend de systématiser les préparatifs qui s'inscrivent dans un contexte de plus en plus brûlant. Le 18 juin, le Conseil de sécurité américain adopte la résolution NSC 10/2, chargeant l'Office of Special Projects, il y a un tss, parce qu'ils sont plusieurs les projets, d'établir un programme d'action clandestin. L'Office of Policy Coordination, OPC, est créé par la résolution NSC 10/2 et devient le service action de la CIA jusqu'au regroupement des deux organisations en 1950. En cas de succès d'une invasion, la CIA souhaite pouvoir compter sur le soulèvement de réseaux de résistance bien armés et bien organisés. Tirant les leçons de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, l'OPC ne veut pas avoir à armer ses partisans après une occupation, en faisant appel aux techniques aléatoires du parachutage et d'infiltration d'agents en territoire ennemi. D'où la décision d'implanter dans les pays menacés des capacités de résistance et de sabotage qui n'entreraient en œuvre qu'après une éventuelle invasion, comme les unités auxiliaires fondées au Royaume-Uni devant la menace d'invasion allemande. Sous le contrôle de Frank Wisner, le directeur de l'OPC, l'opération rassemble quelques vétérans de la clandestinité ayant affronté les services de sécurité de l'Allemagne nazie, entre autres. Alors Frank Wisner, c'est qui lui ? Frank Gardiner Wisner fut directeur des opérations de l'Office Strategic Service, OSS, en Europe du Sud. Il devient directeur de la planification lorsque l'OSS devint CIA, ce qui faisait de lui de facto le chef des réseaux Stay Behind de l'OTAN. Ce fut l'un des principaux, blabla, je ne sais pas. Bien, donc, une huile... Il est bientôt chargé par le département de la défense des États-Unis d'établir un réseau Stay Behind en Europe de l'Ouest et d'organiser des réseaux de résistance en Europe de l'Est. On trouve ainsi, durant les premières années, des réseaux Stand Behind à côté d'agents de la CIA, des anciens du MI9, chargés durant la Seconde Guerre mondiale des réseaux d'évasion, et du Special Opération Exécutive, devenu Special Opération Branche, du MI6. En juillet 1951, les activités du comité clandestin de l'Union occidentale, chargé au début de la planification, sont transférées sur l'initiative du général Eisenhower au Coordination and Planning Committee, le CPC, en liaison directe et officielle avec le grand quartier général des puissances alliées en Europe, au sein duquel les rôles clés seront tenus par les services spéciaux américains et français. Cocorico, enfants de la patrie. En schématisant, le CPC et la CIA se répartissent les rôles. Le CPC gérant les réseaux dans les pays de l'Alliance Atlantique et la CIA les organisant dans les pays neutres. Les États adhérents au Stay Behind arrivent en plusieurs vagues. Les pays précurseurs, 1944-1949, réellement menacés par l'expansion communiste directement comme la Grèce, l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche, ou indirectement comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas. Enfin peut-être aussi
je vais dire aussi certains pays comme ça, comme la France, l'Italie, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, des trucs quand même où il y avait une bonne base pro-nazi fut une époque, donc anticommuniste convaincu. Oui. Puis au Royaume-Uni, évidemment, ils étaient bien anticommunistes aussi, donc je sais pas, ouais, ça joue peut-être. Les pays qui rejoignent le réseau après la répression des émeutes de 1953 en Allemagne de l'Est et l'insurrection de Budapest, donc 1953-1956, comme la Suède, la Finlande, la Turquie, le Luxembourg, le Danemark. Et les atypiques, que sont l'Espagne, le Portugal et la Suisse. En 1990, le CPC, devenu depuis le Comité de coordination allié, CCA, se réunit encore régulièrement. Le contexte théorique de leur éventuelle activation est toujours le même. Si un des pays concernés est envahi par l'armée soviétique, son gouvernement légitime se réfugie au Royaume-Uni, en Amérique du Nord ou en Irlande. Et le réseau Stay Behind, devenu immédiatement opérationnel, passe à l'action en étroite coordination grâce à ses propres moyens de télécommunication avec celui-ci. Sa principale activité consistait à repérer et à sélectionner durant les périodes de service militaire les appelés jugés assez mûrs et de confiance pour pouvoir appartenir au réseau. Une fois cooptés, ceux-ci sont assez régulièrement convoqués pour des périodes d'exercice d'une durée approximative d'une semaine. En théorie, l'appartenance à ces réseaux est incompatible, sauf pour l'encadrement, avec une fonction dans les services de sécurité officiels. En théorie. Voilà. Alors oui, dans les appelés jugés assez mûrs et de confiance, donc il y avait d'anciens énervés qui levaient la patte en faisant aïe aïe aïe, ou voilà. Il y avait le R Benito et des trucs comme ça. Ils étaient assez mûrs et de confiance pour pouvoir être recrutés afin de lutter contre les horribles bolcheviks, évidemment. Ouais. Oui. J'étais là, oui. Dans une note documentée au plus près des sources britanniques et américaines déclassifiées, l'historien français Gérald Arbois montre que la mise en place de ces structures clandestines résulte à la fois de retours d'expérience des pays qui ont vécu l'occupation allemande et organisé des réseaux en résistance et de la volonté du Royaume-Uni de conserver un droit de regard sur ces opérations européennes, avec le soutien de la France, son allié de toujours. Qui ça, allié de toujours du Royaume-Uni. Ah ouais, je crois que les Anglais seront pas au courant. Ah, ok, ouais. Je crois que depuis la guerre de 100 ans, on n'est pas très alliés avec les Angliches en vrai. Ouais, les Anglais ont pas trop digéré de pas pouvoir envahir la France à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils nous aiment pas trop en vrai. Donc oui, avec le soutien de la France, son allié de toujours, avant de délaisser au profit des États-Unis au début des années 1950. Elle met en place une coordination clandestine qui existera jusqu'en 1990. Elle est chargée de piloter la mise en place des réseaux dans les différents pays de l'Union de l'Europe occidentale. Elle sera concurrente de la politique américaine, surtout en Italie, comme décrit dans le reste de cet article. La révélation publique de l'existence de ces réseaux par le premier ministre italien Giulio Andreotti en octobre 1990 fait naître une énorme campagne de presse, alimentée en partie par les réactions de repli des autorités concernées. Des spéculations confinant parfois à la théorie du complot attribuent également à ces organisations la paternité de nombre d'activités criminelles à connotation politique, bien que la réalité soit plus prosaïque. En 2008, des enquêtes parlementaires sont déclenchées en Suisse, Italie, Belgique, Pays-Bas, Autriche et Luxembourg. Les réseaux dans différents pays. En Allemagne de l'Ouest, le réseau Schwert est créé à la fin des années 1940 en Allemagne de l'Ouest. Composé à l'origine d'anciens SS et membres persistants de partis politiques d'extrême droite, il prévoyait, d'après le magazine Stern, d'assassiner des personnalités de la gauche allemande en cas de conflit avec l'URSS. Toutefois, dans les années 1950, Schwert a été repris en main par le BND et le Amt für den militärischen Arbeit. C'est quoi ça? Le service de contre-intelligence militaire. Ben voilà, ça sonne bien quand on le dit comme ça, parce qu'en allemand, Amt für den militärischen Abschmier, putain, ou MAD. Voilà, MAD, ça va bien.
Hein, et donc voilà, inspecteur Gadget. Et l'un des 3 services de renseignement de l'Allemagne responsable du renseignement et de contre-espionnage militaire. Il fait partie de la Bundeswehr. Ok. Bon, c'est le service de renseignement militaire en fait. Alors sinon, au Benelux, en Belgique, 2 réseaux existent dès janvier 1949. Le premier, dépendant de la sûreté de l'État, service de renseignement civil, est encadré par la section Training et Communication STCMOB et chargé des réseaux de communication entre la Belgique et ses alliés. Le deuxième réseau dépend de la section SDRA 8 du service de renseignement militaire belge et se charge de l'organisation de l'action militaire. Un troisième réseau est, entre 1953 et l'indépendance du Congo belge, chargé de favoriser l'exfiltration du gouvernement belge vers cette colonie en cas d'invasion. Les groupes dépendant des premiers réseaux resteront actifs jusqu'à la fin des années 1980. La loi du 18 juillet 1991 soumet les services de renseignement du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ou Comité R. Oui. C'est quoi, soumettre, oui. La même loi institue également le Comité permanent de contrôle des services de police, Comité PI. L'administration de la sûreté de l'État, le service de renseignement civil qui dépend du ministre de la Justice et le service général du renseignement et de la sécurité, la SGRS. Un service de renseignement militaire qui dépend de l'état-major des forces armées, lui-même placé sous l'autorité du ministre de la Défense, sont les 2 services belges désormais régis par la loi du 30 novembre 1998 qui organise les services de renseignement et définit leurs missions et leurs compétences. C'était très très intéressant. Aux Pays-Bas, donc le réseau Stay Behind, dirigé au début par l'ancien chef du service de renseignement à Londres durant la Seconde Guerre mondiale, entretient des stocks d'armes jusqu'en 1983, disséminés dans tout le pays. L'un des dirigeants de la section opération créa une structure de documentation dans les années 1960 qui fut repérée par le KGB, qui en fit une cible prioritaire. Il est fort probable que le réseau aurait été anéanti lors d'un conflit du fait de sa petitesse, et que cela aurait peut-être menacé les autres structures nationales avec lesquelles il était lié. En France, le réseau porte différents noms en France. Arc-en-ciel, Rose des Vents, c'est mignon, ou Mission 48, ça fait plus sérieux là. Mais aucune source d'archives ne les confirme. Bah oui, on aime bien détruire les trucs, hein. C'est pas plus con, remarque. S'il est organisé à l'origine, s'il est à l'origine créé par l'OTAN, il est dissous au début des années 80 par le fondateur de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Pierre Marion. Un nouveau réseau Stay Behind, cette fois exclusivement français et géré par la DGSE, est mis en place. Voilà, on a fait, les conneries de ricains, là, ça va, nous on gère notre truc. C'était l'époque où la France était encore française. En Grèce, le réseau Lokos Reinen Katadromon, LOC, ça sonne mieux, ouais. Créé en Grèce en fin 1944 sur l'ordre de Winston Churchill, est intégré à l'ensemble des Stay Behind européens lorsque la Grèce rejoint l'OTAN en 1952. Il est impliqué dans le coup d'État de 1967. Un mois avant l'élection probable de Georges Papandréou et dans l'instauration de la dictature des colonels. Un truc sympa ça encore. 1969-1974. Devenu Premier ministre dans les années 1980, son fils, il y a un L, donc on le prononce évidemment, Andreas Papandréou déclare avoir découvert son existence en 1984 et demandé sa dissolution. Toutefois, lorsqu'en 1990, l'opposition socialiste demande la création d'une commission d'enquête sur les liens avec le coup d'État de 67, elle est refusée. Le ministre de l'Intérieur, Yanis Vassiliadis, au bon lait de brebis, déclarant qu'il s'agissait d'un acte nationalement justifié. En Italie, le réseau Gladio italien, dont l'existence est révélée publiquement en 90 par Giulio Andreotti, est devenu un synonyme courant pour désigner l'ensemble des organisations Stay Behind. Plusieurs affaires et scandales politiques des années de plomb y sont rattachés.
En Suisse, pays neutre, ne pouvait donc pas participer à un organisme lié à l'OTAN, mais a été, selon l'agent secret belge André Moyen, le nom est marrant, l'un des premiers pays à participer au projet Stay Behind, sans doute à la demande de la France. En 79, l'arrestation en Autriche d'un espion suisse qui observe des manœuvres militaires révèle l'existence d'une organisation secrète sous les ordres du colonel Bachmann. Elle associe les services secrets militaires et une officine privée en relation avec les services comme le MI6 britannique et l'OTAN. On emporte n'importe je sais pas quoi. Son but est de mettre en place un réseau destiné à résister en cas d'inversion par les forces communistes. D'invasion. Pourquoi j'ai dit inversion? C'est la première révélation d'un dispositif Stay Behind. Le scandale éclate et le colonel Bachmann démissionne. Une nouvelle organisation secrète prend la relève. Richard Ochsner, sous-chef d'état-major du groupe de renseignement et de sécurité, GRS, crée l'organisation de résistance P26 et le service de renseignement extraordinaire P27 en 1977 et 1981. Une commission d'enquête parlementaire est créée lors de la révélation de l'existence de ce réseau. Le juge Pierre Cornu, le nom est marrant aussi, est chargé d'enquêter sur les relations entre la P26 et les organisations Stay Behind de l'OTAN en Europe occidentale. Dans son rapport du 19 septembre 1991, il conclut à des liens bilatéraux entre la P26 et les services secrets britanniques qui sont à la tête des réseaux européens. En 2019, les allégations portant sur les membres du réseau P26 sont battues en brèche. De nombreuses conclusions tirées au début des années 90 se révélant ne pas correspondre à la vérité historique. D'après l'historien Titus Mayer, parler d'armées secrètes relève de la fabulation. Bon, alors on en est à 17 minutes là. Ouais, allez, on va continuer. Petit coup de café. Dégueulasse. Impardonnable. Un petit coup de clope aussi parce que là... ça fait pas de mal, hein, après 17 minutes de blabla intensif. Comprenez-moi quand même. Bon, allez, on continue toujours sur Wikipédia avec Opération Gladio. This article is about... ah oui, d'accord. C'est vrai que non, l'article français était vraiment court, il n'y avait pas grand-chose comme source, donc j'ai pris celui en anglais. Cet article concerne l'opération militaire pour l'épée des anciens fantassins romains, voire Gladius. Ok. L'opération Gladio était le nom de code des opérations clandestines de résistance armée Stay Behind organisées par l'Union occidentale, puis par l'OTAN et la CIA, en collaboration avec plusieurs agences européennes de renseignement au cours de la guerre froide. L'opération a été conçue pour une éventuelle invasion. Bon, on va pas se la refaire ça parce qu'on a compris. Histoire et structure générale de maintien en arrière de Stay Behind, quoi. L'expérience britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la chute de la France en 40, Winston Churchill crée le Special Opération Exécutive pour à la fois aider les mouvements de résistance et mener lui-même des opérations de sabotage et subversion en Europe occidentale. En Europe occupée, pardon. Pourquoi j'ai... il a été révélé un demi-siècle plus tard que la spéciale opération exécutive, SOE, était complétée par une organisation restée en arrière en Grande-Bretagne, créée dans le plus grand secret pour se préparer à une éventuelle invasion par l'Allemagne nazie. Un réseau de combattants de la résistance a été formé à travers la Grande-Bretagne et des caches d'armes ont été établis. Le réseau a été recruté en partie à partir du 5e bataillon de ski des Scott Guards qui avait été initialement formé mais n'a pas été déployé pour combattre aux côtés des forces finlandaises combattant l'invasion soviétique de la Finlande. Ouais, parce que les Finlandais à un moment ils sont alliés aux nazis pour
pour combattre les soviétiques. Voilà, donc c'est pour ça que les soviétiques, ils sont frités avec les Finlandais. Voilà, bon, d'où la mort blanche, le fameux machin qui s'est retrouvé à friter contre des soviétiques, et puis après il s'est retrouvé à friter contre des chleux. Enfin bon, bref, ils ont bouffé un peu à tous les râteliers, les Finlandais, à ce moment-là. Où que j'étais? J'étais où? J'étais là. Le réseau, connu sous le nom d'unité auxiliaire, était dirigé par le major Colin Gubbins, un expert de la guérilla qui dirigea plus tard le SOE. Les unités ont été formées en partie par Mike Calvert, un officier du Royal Engineer spécialisé dans la démolition par explosifs et les opérations secrètes de raid. Dans la mesure où elles étaient publiquement visibles, les unités auxiliaires étaient déguisées en unité de la Home Guard, sous le GHQ Home Force. Le réseau aurait été dissous en 1944. Certains de ses membres ont ensuite rejoint le Special Air Service et ont participé à des actions dans le nord-ouest de l'Europe. Alors que David Lamp a publié un livre sur les unités auxiliaires en 1968, leur existence n'a pas été largement connue du public jusqu'à ce que des journalistes tels que David Pallister de The Guardian aient ravivé leur intérêt dans les années 90. Création d'après-guerre. Restant après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis ont décidé de créer des organisations paramilitaires dans le but officiel de contrer une invasion soviétique, bidule. On a vu, est-ce que c'est très intéressant finalement tout ça? Opération dans les pays de l'OTAN. Italie. L'organisation italienne de l'OTAN, restée en arrière, baptisée Gladio, a été créée sous la tutelle du ministre de la Défense de 53 à 58, Paolo Taviani. L'existence de Gladio est devenue publique lorsque le premier ministre Giulio Andreotti l'a révélé à la Chambre des députés le 24 octobre 90. Bien que le terroriste d'extrême droite Vincenzo Vinci Guerra ait déjà révélé son existence lors de son procès en 84. Selon l'analyste des médias Edward S. Herman, le président italien Francesco Cossiga et le premier ministre Giulio Andreotti avaient été impliqués dans l'organisation et la dissimulation de Gladio. Le chercheur Francesco Cassiatore, dans un article basé sur les documents récemment déclassifiés, écrit qu'une note de mars 1972 précisait que la possibilité d'utiliser Gladio en cas de subversion interne non prévue par le statut de l'organisation et non soutenue par les directives ou les plans de l'OTAN n'entrait pas dans le champ d'application de l'original Stay Behind et par conséquent ne devrait jamais être considéré parmi les objectifs de l'opération. La pression exercée par les Américains au cours des années 1960 pour utiliser Gladio à d'autres fins que ceux d'un réseau Stay Behind semble avoir échoué à long terme. Selon l'ancien ministre italien de la Grâce et de la Justice, Claudio Martelli, dans les années 1980-1990, Andreotti était la référence politique de Licio Gelli et de la loge maçonnique Propaganda 2, P2. On va aller plus simple. Le premier ministre chrétien-démocrate Giulio Andreotti a reconnu publiquement l'existence de Gladio le 24 octobre 90. Andreotti a parlé d'une structure d'information, de réponse et de sauvegarde avec des caches d'armes et des officiers de réserve. Il a remis à la commissionnée Stragi une liste des 622 civils qui, selon lui, faisaient partie de Gladio. Andreotti a également déclaré que 127 caches d'armes avaient été démantelées et a déclaré que Gladio n'avait été impliqué dans aucun des attentats à la bombe commis dans les années 60 aux années 80. Tout le monde ne l'a pas dit. Andreotti déclare que les services militaires italiens, prédécesseurs du SISMI, ouais c'est mignon, avait rejoint en 1964 le comité clandestin allié créé en 57 par les États-Unis, la France, la Belgique, la Grèce et qui était chargé de diriger les opérations Gladio. Cependant, Gladio a été effectivement mise en place sous la supervision du ministre de la Défense de 53 à 58
Paolo Taviani. Par ailleurs, la liste des membres de Gladio donnée par Andreotti était incomplète. Elle n'incluait pas, par exemple, Antonio Arconte, qui décrivait une organisation très différente de celle effleurée par Giulio Andreotti, une organisation étroitement liée au SID, service secret, à la stratégie atlantiste. Alors c'est quoi ? Je connais pas. Selon Andreotti, les organisations restées en retrait mises en place dans toute l'Europe ne sont pas venues sous une large supervision de l'OTAN jusqu'en 1959. Enquête judiciaire. Le juge Guido Salvini est un juge italien basé à Milan. Il a émis des mandats d'arrêt européens contre une vingtaine d'agents de la CIA accusés d'avoir participé à l'enlèvement d'Abu Omar, ecclésiastique égyptien à Milan en 2003, et blablabla. Qui travaillait à la commission italienne des massacres, a découvert que plusieurs organisations terroristes d'extrême droite étaient des troupes de tranchées d'une armée secrète liée à la CIA. Salvini a déclaré le rôle des Américains était ambigu, à mi-chemin entre savoir et ne pas empêcher, et inciter réellement les gens à commettre des atrocités. Le juge Gerardo D'Ambrosio a découvert que lors d'une conférence sous le patronage du chef d'état-major de la Défense, il y avait des instructions pour infiltrer des groupes de gauche et provoquer une tension sociale en menant des attaques, puis en les blâmant sur la gauche. Rapport parlementaire de 2000, une stratégie de tension. En 2000, un rapport de la commission parlementaire de la coalition de gauche, Gruppo Democratici di Sinistra Ulivo, affirmait qu'une stratégie de tension avait été soutenue par les États-Unis pour arrêter le Parti communiste italien. Et dans une certaine mesure aussi le Parti socialiste italien, j'imagine. Oui, c'est ça. D'accéder au pouvoir exécutif dans le pays. Il a déclaré dis donc, que ces massacres, ces bombes, ces actions militaires avaient été organisées ou promues ou soutenues par des hommes à l'intérieur des institutions de l'État italien. Et comme cela a été découvert plus récemment par des hommes liés aux structures du renseignement américain. Le rapport indique que les agents des services de renseignement américains ont été informés à l'avance de plusieurs attentats terroristes de droite, dont l'attentat de décembre 1969 sur la Piazza Fontana à Milan et l'attentat sur la Piazza della Loggia à Brescia 5 ans plus tard, mais n'ont rien fait pour alerter les autorités italiennes ou pour empêcher les attaques de se produire. Il a également rapporté que Pino Roti, ancien chef du parti MSI Fiamma Tricolore, c'est quoi ça ? Communément appelé Flamme Tricolore, est un parti néofasciste en Italie. D'accord. Ça ressemble beaucoup au truc du Front National, il n'y a pas à dire. Ouais. Journaliste et fondateur de l'organisation subversive d'extrême droite Ordine Nuovo, Nouvel Ordre, donc c'est quoi oui. Donc encore un truc de facho, ok. Recevait régulièrement des fonds d'un attaché de presse de l'ambassade des États-Unis à Rome. Ainsi, avant même que les plans stabilisateurs que les cercles atlantiques avaient préparés pour l'Italie ne deviennent opérationnels par les bombardements, par les attentats à la bombe, quoi. L'un des principaux membres de la droite subversive était littéralement à la solde de l'ambassade américaine à Rome. Un rapport publié par les démocrates du parti de gauche dit... Oui, pourquoi dit ? Ok. Déclaration du général Saraval. Le général Gerardo Saraval, qui a commandé le Gladio italien de 71 à 74, a raconté que dans les années 1970, les membres du CPC, Comité de coordination et de planification, étaient les officiers responsables des structures secrètes de Grande-Bretagne, France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Ces représentants des structures secrètes se réunissaient chaque année dans une des capitales. Lors des réunions discrètes, des représentants de la CIA étaient toujours présents. Ils n'avaient pas le droit de vote et étaient du siège de la CIA de la capitale dans laquelle a eu lieu la réunion. Les membres du US Force Europe Command étaient présents, également sans droit de vote. À côté du PCC, un deuxième... C'est quoi PCC du coup ?
Oui. À côté du PCC, un deuxième poste de commandement secret a été créé en 1957, l'Allied Clandestine Comité, ACC. Ça en fait des acronymes à la con, ça. Hein. Selon la commission parlementaire belge sur Gladio, l'ACC était responsable de la coordination des réseaux Stay-Behind en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En temps de paix, les activités de l'ACC incluaient l'élaboration des directives du réseau, le développement de sa capacité clandestine et l'organisation de bases en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En temps de guerre, il devait planifier les opérations de séjour en collaboration avec le SHAPE. Je sais pas ce que c'est le SHAP, mais bon, ok. Les organisateurs devaient activer des bases clandestines et organiser des opérations à partir de là. Le général Saraval a déclaré à la commissione Stragi, dirigée par le sénateur Giovanni Pellegrino, que les membres italiens de Gladio s'entraînaient dans une base militaire en Grande-Bretagne. Bretagne, le R il est parti en vacances. Belgique, après le retrait de la France de la structure militaire de l'OTAN en 67, le quartier général du SHAP est déplacé à Mons en Belgique. En 90, à la suite du refus par la France de toute armée française restante, Giulio Andreotti a déclaré publiquement que la dernière réunion du comité clandestin allié, ACC, à laquelle la branche française de Gladio était présente, avait eu lieu les 23 et 24 octobre 1990 sous la présidence du général belge Van Calster, directeur des services secrets militaires belges, la SGR. En novembre, Guy Coëm, le ministre de la Défense, a reconnu l'existence d'une armée belge restante, s'inquiétant d'une implication similaire dans des actes terroristes comme en Italie. La même année, le Parlement européen a vivement condamné l'OTAN et les États-Unis dans une résolution pour avoir manipulé la politique européenne avec les armées restées en arrière. Ils ont dû vivement... ils ont couiné. Ouais, c'est pas gentil. Très vivement. On a tellement vivement qu'on en a entendu parler. Hein. Et qu'on en entend encore parler. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore des trucs comme ça, hein. Ça serait même étonnant qu'il n'y en ait pas. Une nouvelle législation régissant les missions et les méthodes des agences de renseignement a été votée en 1998 à la suite de 2 enquêtes gouvernementales et de la création d'une commission parlementaire permanente en 91 qui devait les placer sous autorité des agences fédérales belges. La commission a été créée à la suite des événements des années 80, notamment les massacres du Brabant et les activités du groupe d'extrême droite Westland New Post. Alors, les massacres du Brabant, c'est les tueurs fous du Brabant. Voilà. Dans les médias francophones sont responsables d'une série d'attentats violents qui se sont principalement produits dans le Brabant belge. Oui, on va faire une trad. C'est un truc assez intéressant. Hein. On va pas rester longtemps là-dessus, mais voilà. Dans la province belge du Brabant, entre 82 et 85, au total, 28 personnes sont mortes et 22 blessées. Les actions du gang, censées être composées d'un noyau de 3 hommes, en fait la série de crimes non résolus la plus notoire en Belgique. Les participants actifs étaient connus sous le nom de The Giant, le géant, donc un homme de grande taille qui était peut-être le leader, et le tueur, le tireur principal, le vieil homme, le vieux, un homme d'âge moyen qui conduisait, etc. Donc c'était un gang qui a foutu le sbeul, qui a tué plein de gens. Et on sait pas trop quoi c'était. Donc éventuellement, peut-être des activités stay behind desk. Comme en Italie, donc voilà. Au Danemark, l'armée danoise restée en arrière portait le nom de code Absalon, du nom d'un archevêque danois qui a été dirigé par E.J. Harder.
Il était caché dans les services secrets militaires Force c'est aussi con que l'allemand ça. Hein. Voilà, le service danois de renseignement et de la défense. Vous pouvez pas le dire normalement. Voilà, est une agence de renseignement danoise responsable du renseignement étranger. Bon bref, ok. En 78, William Colby, un ancien directeur de la CIA, publie ses mémoires dans lesquelles il décrit la mise en place d'armées restées en arrière en Scandinavie. La situation dans chaque pays scandinave était différente. La Norvège et le Danemark étaient des alliés de l'OTAN, la Suède s'en tenait à la neutralité qu'il avait menée à travers les 2 guerres mondiales, et la Finlande devait s'en remettre dans sa politique étrangère à la puissance soviétique directement à ses frontières. Ainsi, dans un ensemble de ces pays, les gouvernements eux-mêmes construiraient leur propre filet de protection, comptant les achever depuis l'exil pour continuer la lutte. Ces filets devaient être coordonnés avec les plans de l'OTAN. Leur radio devait être accrochée à un futur lieu d'exil et l'équipement spécialisé devait être sécurisé auprès de la CIA et secrètement caché dans des cachettes enneigées pour une utilisation ultérieure. Dans d'autres ensembles de pays, la CIA devait faire le travail seule ou avec, au mieux, une aide locale non officielle puisque la politique de ces gouvernements leur interdisait de collaborer avec l'OTAN. Et toute exposition susciterait des protestations immédiates de la part de la population locale. La presse communiste, les diplomates soviétiques et les Scandinaves fidèles qui espéraient que la neutralité ou le non-alignement leur permettrait de traverser une 3e guerre mondiale indemne. Il me reste un peu de café, je crois qu'il est froid. C'est pas ça hein, quand c'est froid le café. Ah merde. Pourquoi j'ai appuyé sur ce con de bouton? Casse-toi, toi. Alors, j'en étais où, du coup j'en étais à la France. Danemark, France, hop là, je l'ai vu. En 1947, le ministre de l'Intérieur, Édouard Depreux, a révélé l'existence d'une armée secrète restée en arrière sous le nom de Code Plan Bleu. L'année suivante, le comité clandestin de l'Union occidentale, le VUC, a été créé pour coordonner. Et je commence à fatiguer là. Pour coordonner la guerre secrète peu orthodoxe. En 1949, le VUC est intégré à l'OTAN, dont le quartier général est établi en France sous le nom de Clandestine Planning Committee, CPC. En 1958, l'OTAN a fondé le comité clandestin allié ACC pour coordonner la guerre secrète. Bon, on a vu ça. Hein. Le réseau était soutenu par des éléments du SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage en abrégé, d'accord, bon, c'était un truc... et bénéficiait du soutien militaire du 11e régiment Choc. C'était quoi? C'était français, ça? Tu veux ou tu veux pas? Oui, ça a été remplacé par la DGSE, oui, c'était bien ça. L'ancien directeur de la DGSE, l'amiral, oui, Pierre Lacoste, a allégué dans une interview en 92 à La Nation que certains éléments du réseau étaient impliqués dans des activités terroristes contre De Gaulle et sa politique algérienne. Oui, puis peut-être sa politique anti-américaine. Moi, je dis ça. Une section du 11e régiment Choc s'est scindée au cours des accords de paix d'Évian de 62 et est devenue une partie de l'organisation armée secrète OEA. Mais on ne sait pas si cela impliquait également des membres du réseau français restés derrière. Les réseaux de la Rose, des Vents et de Arc-en-Ciel... On est poète hein, quand même en France, il n'y a pas à chier. Hein. Faisait partie de Gladio. François de Grossouvre était le chef de Gladio pour la région autour de Lyon, en France, jusqu'à son suicide présumé le 7 avril 1994. Alors Grossouvre, voilà, homme politique français nommé en 81 par le président nouvellement élu François Mitterrand, avec pour mission de superviser la sécurité nationale et d'autres questions sensibles, notamment celles concernant le Liban, la Syrie, la Tunisie, le Maroc, blablabla. Ok.
Grossouvre aurait demandé à Constantin Melnik, chef des services secrets français pendant la guerre d'indépendance algérienne, 54-62, pour reprendre l'activité. Il vivait dans un exil confortable aux États-Unis où il entretenait des liens avec la Rand Corporation. Tiens, on en a parlé, la Rand Corporation, de trucs, groupe de réflexion américain, think tank, à but non lucratif sur la politique mondiale, créé en 48 par Douglas Aircraft Company pour proposer des recherches et des analyses aux forces armées américaines, financées par le gouvernement américain, blablabla. Tout se recoupe. Constantin Melnik aurait participé à la création en 1952 de l'ordre souverain du Temple solaire. J'étais pas prêt. Oh, c'est merveilleux. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, eux? Ancêtre de l'ordre du Temple solaire, créé par d'anciens membres de l'AMORC, auquel la SDEC s'était intéressée. Ils sont sérieux? Oh là 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 là. Oui, ça m'était passé complètement. Si, en fait, maintenant je m'en rappelle parce que je l'avais vu, mais ça m'était complètement sorti de la tête, quoi. C'est balèze, hein. Temple solaire, 10 membres bidule là qui ont c'est parti en couille, petit racapépette, a été rebaptisé hors du Temple solaire bidule, les croyances on s'en fout. Mais après tout le monde s'est buté, s'est suicidé plus ou moins, enfin voilà quoi. C'était un putain de carnaval ce truc aussi. Les ramifications sont étranges et quand même assez diverses, entre les tueurs du Brabant, le Temple solaire, il y a des trucs rigolos quand même. En Allemagne, les services de renseignement américains ont également aidé à la mise en place d'un réseau ouest-allemand de séjour. Des documents de la CIA publiés en juin 2006 en vertu de la loi de 98 sur la divulgation des crimes de guerre nazis montrent que la CIA a organisé des réseaux restants d'agents ouest-allemands entre 49 et 53. Selon le Washington Post, un réseau comprenait au moins 2 anciens nazis SS, le sergent d'état-major Heinrich Hoffmann et le lieutenant-colonel Hans Rues. Ouais, ça sonne bien. Et l'un était dirigé par le lieutenant-colonel Walter Kopp. Walter Kopp. Lieutenant-colonel dans la Wehrmacht en Allemagne nazie. Après la défaite de 45, il est devenu le chef d'un réseau discret en Allemagne de l'Ouest. Le comité Kibitz 15, les services de renseignement britanniques et américains avaient mis en place des organisations un ancien officier de l'armée allemande qualifié par la CIA nazi non reconstruit. J'adore. Nazi non reconstruit, donc il est déconstruit, si j'ai bien compris. En 1953, au milieu des inquiétudes politiques que les sympathies néo-nazis de certains membres seraient exposées dans la presse ouest-allemande. Des documents présentés à la commission parlementaire italienne sur le terrorisme ont révélé que dans les années 70, des responsables britanniques et français impliqués dans le réseau ont visité une base d'entraînement en Allemagne construite avec de l'argent américain. En 76, la secrétaire des services secrets ouest-allemands du BND, Heidrun Hofer, est arrêtée après avoir révélé des services de l'armée ouest-allemande restés en arrière à son mari, qui était un espion du KGB. En 2004, l'auteur allemand Norbert Jurecko a publié un livre sur son travail au BND. Il est entré dans les détails sur le recrutement de partisans pour le réseau allemand de retardataires. Il a été limogé du BND suite à un procès secret contre lui, car le BND n'a pas pu connaître le vrai nom de sa source russe, Rubzel, qu'il avait recruté. Un homme au nom qu'il a mis au dossier a été arrêté par le KGB suite à une trahison au sein du BND, mais était manifestement innocent. Son nom ayant été choisi au hasard dans l'annuaire public par Rugetsko.
Selon Jurecko, le BND a construit sa branche de Gladio, mais a découvert après la chute de la République démocratique allemande qu'il était pleinement connu de la Stasi. Dès le début, lorsque le réseau a été démantelé, d'autres détails étranges sont apparus. Un collègue, maître espion, avait gardé l'équipement radio dans sa cave à la maison avec sa femme, faisant l'appel de tests techniques tous les 4 mois, au motif que l'équipement était trop précieux pour rester entre des mains civiles. Jurecko l'a découvert parce que ce maître espion avait démantelé si rapidement sa section du réseau qu'il n'avait pas eu le temps de prendre des mesures telles que la récupération de toutes les caches de fourniture. Source de citation nécessaire, hein, quand même. Les civils recrutés comme partisans restés en arrière étaient équipés d'une radio clandestine à ondes courtes sur une fréquence fixe. Il avait un clavier avec cryptage numérique, rendant obsolète l'utilisation du code Morse traditionnel. Il avait une cache d'équipement supplémentaire pour signaler aux hélicoptères ou aux sous-marins de larguer des agents spéciaux qui devaient rester dans les maisons des partisans, tout en organisant des opérations de sabotage contre les communistes. Commence à faire nuit, j'allume la lumière. 2 secondes. Ah, on y voit plus clair. Bon, alors, Grèce. Lors de l'adhésion de la Grèce à l'OTAN en 52, les forces spéciales du pays, les LUK, le Köy Rhinon Katamanop, comme on avait vu, c'est-à-dire les compagnies de raids en montagne, bah voilà, vous auriez pu le dire correctement, ont été intégrées au réseau européen Stay Behind. La CIA et le LOC ont reconfirmé le 25 mars 55 leur coopération mutuelle dans un document secret signé par le général américain Truscott pour la CIA et Konstantinos Dovas. Pas Davos, hein, c'est pas la même. Chef d'état-major de l'armée grecque. En plus de se préparer à une invasion soviétique, la CIA a chargé Locke d'empêcher un coup d'État de gauche. L'ancien agent de la CIA, Philippe Agee, hein, il est vieux, qui a été vivement critiqué aux États-Unis pour avoir révélé des informations sensibles, a insisté sur le fait que des groupes paramilitaires dirigés par des officiers de la CIA opéraient dans les années 60 dans toute l'Europe, et il a souligné que peut-être aucune activité de la CIA ne pouvait être comme clairement liée à la possibilité d'une subversion interne. Selon Yektra, je sais pas quoi, Locke a été impliqué dans le coup d'état militaire du 21 avril 1967, qui a eu lieu 1 mois avant les élections nationales prévues pour lesquelles les sondages d'opinion prévoyaient une victoire écrasante de la gauche démocratique unie centriste, sous le commandement du lieutenant-colonel parachutiste Kostas Aslanides. Locke a pris le contrôle du ministère grec de la Défense, tandis que le général de brigade Stylianos Patakos, tu parles d'un Patakès, a pris le contrôle des centres de communication du Parlement, du Palais Royal, et selon les listes détaillées, a arrêté plus de 10 000 personnes. Selon Ganser Phillips Talbot, l'ambassadeur des États-Unis à Athènes a désapprouvé le coup d'état militaire qui a instauré le régime des colonels en 67-74, se plaignant qu'il représentait un viol de la démocratie. Auquel Jacques Maury, le chef de poste de la CIA à Athènes, a répondu « Comment pouvez-vous violer une pute ?» Putain. Oh les enculés. Oh la vache. Ah, ils sont balèzes quand même. Arrêté puis exilé au Canada et en Suède, Andreas Papandreou retourna plus tard en Grèce où il remporta les élections de 81, formant le premier gouvernement socialiste de l'histoire de l'après-guerre en Grèce. Selon son propre témoignage, affirme Ganser, il a découvert l'existence de l'armée secrète de l'OTAN alors de code de Red Sheepskin, Red Sheepskin, d'accord. Oui, la peau de mouton rouge, ok, tout va bien. En tant que Premier ministre par intérim, en 84, il avait donné l'ordre de le dissoudre.
Suite aux révélations de Giulio Andreotti en 90, le ministre grec de la Défense a confirmé qu'une branche du réseau, connue sous le nom d'Opération Sheepskin, a fonctionné dans son pays jusqu'en 88. En décembre 2005, le journaliste Cléantis Grivas publie un article dans Toprototema, un journal dominical grec, dans lequel il accuse Sheepskin pour l'assassinat du chef de station de la CIA, Richard Welch, à Athènes en 75, ainsi que l'assassinat de l'attaché militaire britannique Stephen Saunders en 2000. Cela a été démenti par le département d'État américain, qui a répondu que l'organisation terroriste grecque, 17 novembre, était responsable des 2 assassinats, et que l'élément de preuve central de Grivas avait été le Westmoreland Field Manual, que le département d'État ainsi qu'une enquête indépendante, pourquoi petite, du Congrès, peut-être qu'elle était petite l'enquête indépendante, je ne sais pas, ont prétendu être un faux soviétique. Le département d'État a également souligné le fait que dans le cas de Richard Welch, Grivas accuse bizarrement la CIA d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de l'un de ses propres hauts fonctionnaires. Wow. S'il faisait chier des fois, des fois un bon mort vaut mieux qu'un mauvais vivant. Oui, non, c'était pas ça que je voulais voir, c'était Westmoreland Manual, là, c'est quoi ça ? Voilà, est un document prétendument être une annexe classifiée d'un manuel de terrain de l'armée américaine qui décrit des tactiques top secrètes de contre-insurrection. Il identifie notamment une stratégie de tension impliquant des je sais pas quoi. Bon, ok. Oui, donc l'assassinat de l'un de ses propres hauts fonctionnaires, alors que Sheepskin n'aurait pas pu assassiner Stephen Saunders pour la simple raison que, selon le gouvernement américain, le gouvernement grec a déclaré qu'il avait démantelé le réseau resté derrière en 88. Ouais, mais enfin bon, il peut rester des pièces derrière aussi, hein. Je sais pas moi, mais bon. Pays-Bas, la spéculation selon laquelle les Pays-Bas étaient impliqués dans Gladio est née de la découverte accidentelle de grandes caches d'armes en 80 et 83. Lors de ce dernier incident, des personnes marchant dans une forêt près du village de Rosendal, près de Arnhem, sont tombées par hasard sur une grande cache cachée. C'est mieux quand elle est cachée, une cache, hein, c'est vrai. Des personnes marchant dans une forêt, oui j'ai lu, oui, une cache cachée d'armes contenant des dizaines de grenades à main, des fusils automatiques, des pistolets automatiques, de munitions et d'explosifs. Cette découverte a forcé le gouvernement néerlandais à confirmer que les armes étaient liées à la planification de l'OTAN pour une guerre peu orthodoxe. En 90, le premier ministre de l'époque, Ruud Lubbers, a déclaré au Parlement néerlandais que son bureau dirigeait une organisation secrète qui avait été créée au sein du ministère néerlandais de la Défense dans les années 50, mais a nié qu'elle était supervisée directement par l'OTAN ou d'autres organismes étrangers. Il est allé et a informé les premiers ministres successifs et les chefs de la défense avaient toujours préféré ne pas informer les autres membres du cabinet ou le parlement de l'organisation secrète. Il a été calqué sur les expériences de la Seconde Guerre mondiale de la nation qui ont dû évacuer, oui, un T, oui. Ouais, je commence à fatiguer quand même un peu. Ont dû évacuer la famille royale et transférer le gouvernement à un gouvernement en exil, visant à l'origine à fournir un réseau de renseignements clandestins à un gouvernement en exil en cas d'une invasion étrangère. Bien qu'elle comprenne des éléments de guérilla, l'ancien ministre néerlandais de la Défense, Henk Vredling, a confirmé que le groupe avait installé des caches d'armes aux Pays-Bas à des fins de sabotage. Déjà en 90, on savait que la cache d'armes près de Velp, bien qu'accidentellement découverte en 83, avait été partiellement pillée auparavant. Il contenait encore des dizaines de grenades à main, des fusils automatiques, des pistolets, on a vu, hein, des pompons, boum boum, pataboum. Une émission télévisée d'investigation néerlandaise a révélé le 9 septembre 2007 qu'une autre cache d'armes ayant appartenu à Gladio avait été saccagée dans les années 80. Il était situé dans un parc près de Scheveningen.
Ouais, c'est pas Sharingan, c'est Chevedingen. Certaines des armes volées, y compris des grenades à main et des mitrailleuses, ont été retrouvées plus tard lorsque des policiers ont arrêté les criminels John Mirhamet et Sam Klepper en 91. Alors c'est quoi ça, John Bihul là? Johnny, hello, my name is Johnny, était une figure hollandaise de la pègre associée à l'extorsion et à l'assassinat de Willem Hendesra, machin, né à Amsterdam, on s'en fout, ok. Il menait des affaires à Pattaya en Thaïlande, ok. Tout va bien, tout va bien. L'agence de renseignement militaire néerlandaise MIVD craignait à l'époque que la divulgation de l'histoire de Gladio, de ses armes, aurait été politiquement sensible. Tu m'étonnes. Norvège. En 1957, le directeur des services Nice, Wilhelm Evang, protesta vivement contre les activités proactives de renseignement à l'AFNORS. C'est quoi ça, l'AFNORS? Les forces alliées d'Europe du Nord. Ah oui, d'accord. Comme le décrivait le président du CPC. Nice était extrêmement préoccupé par les activités menées par les officiers à Kolsas. Alors Nice, attends, oui, parce que j'ai pas regardé. Oui, service de renseignement norvégien. Ok. Donc le service machin était extrêmement préoccupé par les activités menées par les officiers à Kolsas. Cela concernait SB Psyver. Ok. Et Counter-Intelligence, ces activités incluaient, soi-disant, la mise sur liste noire des Norvégiens. Le SHEP a nié ces allégations. Alors le SHEP, Supreme Headquarter Allied en Europe, et le quartier général militaire du commandement allié des opérations. Voilà, bon, ok. Finalement, la question a été résolue en 58 après que la Norvège ait été assurée de la manière dont les réseaux restés en arrière devaient être exploités. En 78, la police découvre une cache d'armes et du matériel radio dans une cabane de montagne et arrête Hans Otto Mayer, un homme d'affaires accusé d'être impliqué dans la vente d'alcool illégal. Mayer a affirmé que les armes avaient été fournies par les services de renseignement norvégiens. Rolf Hansen, ministre de la Défense à l'époque, a déclaré que le réseau n'était en aucun cas responsable devant l'OTAN et n'avait aucun lien avec la CIA. Ah, elle est longue la vidéo, on en est à 55 minutes, 56 bientôt. Là. Bon, bordel. Turquie. Ouais, c'est bientôt fini là ou pas? Oh putain, il y a encore une tartine. Je me rallume ma clope, moi, tiens. Un petit coup de flotte, ça sera mieux que le café froid. Dans un extrait du livre de 2015 de Metap Söyler intitulé L'État profond turc, consolidation de l'État, relations civilo-militaires et démocratie, Söyler détaille comment certaines forces occidentales ont encouragé le nationalisme turc via l'opération Gladio. Plus précisément, l'opération Gladio a renforcé le turanisme à travers le membre fondateur de la contre-guérilla Alsparlan Turkes, un produit de cette initiative de la CIA. Alors c'est quoi le turanisme? Également sous le nom de panturanisme ou simplement Turan, et d'un mouvement culturel et politique pan-nationaliste pseudo-scientifique proclamant la nécessité d'une coopération entre les personnes. Ça a l'air bien ça aussi comme truc. Une coopération avec les Turco-Mongols, c'est ça? Entre les Turcs, les Mongols, les Tungus, les Hongrois, les Finlandais, les Estoniens. Putain, c'est un sacré bordel tout ça. Avec du panslavisme et tout. Wow, ça a l'air rigolo. Ça a l'air très rigolo. Je vais m'intéresser à ça juste pour ricaner après. Oui, en tant que l'une des nations à l'origine de la doctrine Truman, la Turquie est l'un des premiers pays à participer à l'opération Gladio. Et certains, disons, le seul pays où il n'a pas été purgé. L'existence de la contre-guérilla en Turquie a été révélée en 73 par le premier ministre de l'époque, Bülent Ecevit. Le général Kenan Evren, qui est devenu président de la Turquie à la suite d'un coup d'État réussi en 80, a dirigé la contre-guérilla, la branche turque de l'opération Gladio.
D'accord. Des historiens et des enquêteurs extérieurs ont émis l'hypothèse que la contre-guérilla et plusieurs unités subordonnées du renseignement des forces spéciales et de la gendarmerie étaient peut-être impliquées dans de nombreux actes de terrorisme parrainés par l'État et ont organisé des coups d'État militaires de 71 et 80. De nombreux comploteurs de haut rang du coup d'État de 71 et 80, tels que les généraux Evren, Memdou Tagmas plutôt, je pense, ou Tch, plutôt c'est un Tch, ouais, je pense que c'est un Tch. Faïk Touroun, Sabri Ibineseglou, Kemal Yamak et le commandant de l'armée de l'air Tachin Saïnkaya. Okay. Ont servi à plusieurs reprises sous le commandement de la contre-guérilla ou de la tactique subordonnée, groupe de mobilisation et de département spécial de guerre. De plus, la CIA a employé des personnes d'extrême droite comme panturcistes, membre de SS Ruzi Nazar, père de Sylvia Nazar, c'est qui ça? Ah, journaliste américaine d'origine allemande ouzbek, connue pour sa biographie de John Forbes Nash Jr. Ok, c'est bien. Ruzi Nazar. Travaillé pour la CIA contre l'Union soviétique, donc membre SS. C'est bien. Pour former les loups gris, l'aile jeunesse de l'EMHP. Vas-y, das. Mouvement turc d'extrême droite et ultranationaliste, le groupe est souvent décrit comme néofasciste, ok. Nazar était un ouzbek né de près de Tachkent qui avait déserté l'armée rouge pour rejoindre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale afin de combattre sur le front de l'Est pour la création d'un Turkistan. Allez, un Turkistan, faut s'en méfier. Après que l'Allemagne ait perdu la guerre, certains de ses espions ont trouvé refuge dans la communauté du renseignement américain. Nazar, peut-être un espèce de paperclip, Nazar était une telle personne et il est devenu le chef de la station de la CIA en Turquie. Tout mène à tout. Opération parallèle de séjour dans les pays non membres de l'OTAN. Il y en a encore une tartine. Hein. Ouais. Si vous voulez, hein, mettez sur pause, hein, regardez ça en plusieurs fois, parce que là, sinon, ça va pas être digeste. Hein. Bon, j'imagine qu'il y en a déjà qui l'ont fait, ou peut-être qu'il y en a qui ont déjà zappé. Je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas. Oui, parce que moi, ça fait 1 heure que je parle quand même. Hein, donc, juste pour la prouesse, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, les petits gnous. Ah, merde, j'ai encore appuyé sur ce connard de bouton. Alors, où que j'en étais? Ouais, reviens. Alors, opération parallèle de séjour dans un pays membre de l'OTAN. Ok, Autriche. En Autriche, la première armée secrète restée en arrière a été dévoilée en 1947. Elle avait été mise en place par l'extrême droite Théodore Soussek et Hugo Rosner, qui ont tous deux insisté lors de leur procès sur le fait qu'ils menaient l'opération secrète en toute connaissance de cause et le soutien des puissances occupantes américaines et britanniques. Condamnés à mort, ils ont été graciés dans des circonstances mystérieuses par le président Körner. Le ministre de l'Intérieur Franz Holla a mis en place une nouvelle armée secrète nommée Wander, Javol, Sport und Geschäftsführer. Ok. OEWSGV, c'est plus simple, littéralement Association autrichienne de la randonnée, des sports et de la société. Ah ouais, d'accord. C'est ouais. Non utilisé pour camoufler une armée paramilitaire secrète en Autriche. Bah ouais, je crois que ouais, quand tu fais de la randonnée, c'est rigolo quand même. Avec la coopération du MI6 et de la CIA. Le nez qui commence à chatouiller, ça énerve. Donc avec la coopération du MI6 et de la CIA, il a expliqué plus tard, nous avons acheté des voitures sous ce nom. Nous avons installé des centres de communication dans plusieurs régions d'Autriche, confirmant que des unités spéciales ont été formées à l'utilisation d'armes et d'explosifs plastiques. Il a déclaré qu'il devait y avoir
Blah. Quelques milliers de personnes travaillant pour nous. Seuls des politiciens très haut placés et certains membres du syndicat étaient au courant. En 65, la police a découvert une cache d'armes cachée dans une ancienne mine près de Windisch-Bleiberg et a forcé les autorités britanniques à remettre une liste indiquant l'emplacement de 33 autres caches en Autriche. En 90, lorsque des armées secrètes restantes ont été découvertes dans toute l'Europe, le gouvernement autrichien a déclaré qu'aucune armée secrète n'existait dans le pays. Cependant, 6 ans plus tard, le Boston Globe a révélé l'existence de caches d'armes secrètes de la CIA en Autriche. Le président autrichien Thomas Klestil et le chancelier Franz Vranitzky ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien su de l'existence de l'armée secrète et ont exigé que les États-Unis lancent une enquête approfondie sur la violation de la neutralité de l'Autriche, ce qui a été démenti par le président Bill Clinton. Le porte-parole du département d'État Nicolas Burns, nommé en août 2001 par le président George Bush, en tant que représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation du Traité Atlantique ou en tant qu'ambassadeur auprès de l'OTAN, il a dirigé la mission conjointe des États-Unis auprès du département de la Défense de l'État auprès de l'OTAN et a coordonné la réponse de l'OTAN aux attentats du 11 septembre 2001. Il a insisté, le but était noble, le but était correct, essayer d'aider l'Autriche si elle était sous occupation. Ce qui a mal tourné, c'est que les administrations successives de Washington ont simplement décidé de ne pas parler au gouvernement autrichien de il. Oui, enfin, de ce truc-là, quoi. Finlande. En 1944, la Suède a travaillé avec les services de renseignement finlandais pour mettre en place un réseau d'agents restés en arrière en Finlande, afin de suivre les activités d'après-guerre dans ce pays. Alors que le réseau n'aurait jamais été mis en place, des codes finlandais, merci la trad, des équipements, des équipements SIGINT et des documents ont été amenés en Suède et apparemment exploités jusque dans les années 80. SIGINT, c'est quoi? Signal, intelligence, bidule, et la stratégie de renseignement par interception de signaux, qu'il s'agisse de communication entre personnes ou de signaux électroniques non seulement ok. Ok. En 45, le ministre de l'Intérieur, Yrjö Leino, a révélé une armée secrète restée en arrière qui a été fermée, appelée Affaire de cache d'armes. Cette opération a été organisée par des officiers d'état-major finlandais sans aide étrangère en 44 pour cacher des armes afin de soutenir une guérilla à grande échelle au cas où l'Union soviétique tenterait d'occuper la Finlande après la fin des combats sur le front finlandais-soviétique de Seconde Guerre mondiale, voire aussi opération Stella Polaris. En 91, les médias suédois ont affirmé qu'une armée secrète restée en arrière avait existé en Finlande neutre avec une base d'exil à Stockholm. La ministre finlandaise de la Défense, Elisabeth Rehn, a qualifié les révélations de contes de fées, ajoutant prudemment, ou du moins une histoire incroyable dont je ne sais rien. Cependant, dans ses mémoires, l'ancien directeur de la CIA, William Colby, a décrit la mise en place d'armées restées en retrait dans les pays nordiques, dont la Finlande, avec ou sans l'aide des gouvernements locaux pour se préparer à une invasion soviétique. Espagne. Plusieurs événements antérieurs à l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN en 82 ont également été liés à Gladio. En mai 76, 6 mois après Franco, la mort des carlistes, 2 militants ont été abattus par des terroristes d'extrême droite, parmi lesquels se trouvait l'agent de Gladio, Stefano Del Chial, Del Chiai, non c'est un Opération Condor. Non mais j'ai loupé une ligne. Pas une page, quand même pas. Donc Stefano Del Chiaie est membre de l'Alliance apostolique anticommuniste AAA, démontrant les liens entre Gladio et la sale guerre sud américaine de l'opération Condor. Cet incident est devenu connu sous le nom d'incident Montejura. La sale guerre. Non utilisé par la junte militaire ou la dictature civique militaire de l'Argentine pour la période de terrorisme d'État argentine de 74 à 83. Est-ce qu'ils étaient là-dedans aussi, qu'il y avait une espèce de Gladio par là-bas?
pour empêcher peut-être l'influence soviétique en Amérique latine, ça serait pas étonnant. Ouais. J'en étais où oui, selon un rapport de CESIS, du CESIS italien, comité exécutif des services de renseignement et de sécurité, Carlo Sicutini, qui a participé à l'attentat de Peteano en Italie en 72 aux côtés de Vincenzo Vinciguerra, a participé au massacre d'Atocha en 77 à Madrid. Le massacre d'Atocha était une attaque perpétrée par des extrémistes de droite dans le centre de Madrid le 24 janvier 77. Il a vu l'assassinat de 5 militants syndicaux du Parti communiste espagnol et de la Fédération des travailleurs commission bidule. Bon, ok. Sicutini était un Espagnol naturalisé et exilé en Espagne depuis 72, date de l'attentat de Peteano. Suite aux révélations d'Andreotti en 90, Adolfo Suárez, le premier ministre espagnol élu démocratiquement après la mort de Franco, a nié avoir jamais entendu parler de Gladio. Président du gouvernement espagnol de 81 à 82 lors de la transition vers la démocratie, Calvo Sotelo a déclaré que l'Espagne n'avait été informée de Gladio lors de son entrée à l'OTAN. Il n'avait pas été, j'imagine. Interrogé sur les relations de Gladio avec l'Espagne franquiste, il a répondu qu'un tel réseau n'était pas nécessaire sous Franco, puisque le régime lui-même était Gladio. Selon le général Fausto Fortunato, chef du SISMI italien de 71 à 74, la France et les États-Unis avaient soutenu l'entrée de l'Espagne à Gladio, mais l'Italie s'y serait opposée. Suite aux révélations d'Andreotti, cependant, Narcís Serra, ministre espagnol de la Défense, a ouvert une enquête concernant les liens de l'Espagne avec Gladio. Le journal Canarias 7 a révélé, citant l'ancien agent de Gladio, Alberto Volo, tout va à volo, hein, qui a joué un rôle dans les révélations sur l'existence du réseau en 90. Une réunion de Gladio avait été organisée en août 91 sur l'île de Gran Canaria. Alberto Volo a également déclaré qu'en tant qu'agent de Gladio, il avait reçu des formations à Mazapalomas sur Gran Canaria dans les années 60 et 70. El País a également révélé que l'organisation Gladio était soupçonnée d'avoir utilisé d'anciennes de la NASA, oui, d'anciens mecs de la NASA, j'imagine. Ah non, d'anciennes installations de la NASA à Mazapalomas, Maspalomas, sur Gran Canaria dans les années 70. André Moyen, ancien agent secret belge, a également déclaré que Gladio avait opéré en Espagne. Il a dit que Gladio avait des bases à Madrid, Barcelone, San Sebastián et les îles Canaries. En Suède, en 51, l'agent de la CIA William Colby, basé à la station de la CIA de Stockholm, a soutenu la formation des armées restées en arrière en Suède et en Finlande neutre et dans les membres de l'OTAN, de la Norvège et le Danemark. En 1953, la police arrêta le nazi suédois Otto Alberg et découvrit les préparatifs de l'armée suédoise restée en arrière. Alberg a été libéré et les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Suisse. Et on en a fini, je crois. Ouh, ah non. Suisse. En Suisse, une force secrète appelée P26 a été découverte. Par coïncidence, quelques mois avant les révélations d'octobre 90 de Giulio Andreotti, après le scandale des dossiers secrets, ce scandale des dossiers secrets ébranle l'opinion publique suisse en 89. Cette année-là, il est révélé que les autorités fédérales suisses ainsi que les polices cantonales ont mis en place un système de surveillance de masse dans la population. Voilà, après le scandale des dossiers secrets, les parlementaires suisses ont commencé à enquêter sur le département de la Défense à l'été 90. Selon Félix Wursten, alors c'est quoi, c'est le saucisseux, c'est ça, et l'ETH Zurich, P26 n'était pas directement impliqué dans le réseau des armées secrètes de l'OTAN, mais il a eu un contact étroit avec le MI6.
Daniel Ganser, ETH Zurich, a écrit dans la revue Intelligence and National Security qu'à la fin de la découverte des armées restées en arrière à travers l'Europe occidentale à la fin des années 90, les chercheurs suisses et internationaux en matière de sécurité se sont retrouvés confrontés à deux questions claires. Ça y est, le chat est parti. Deux questions claires. La Suisse a-t-elle également mis en place une armée clandestine secrète? Et si oui, faisait-elle partie du réseau de l'OTAN? La raison à la première question est clairement oui. La réponse à la deuxième question reste controversée. En 90, le colonel Herbert Albott, ancien commandant du P26, a déclaré dans une lettre confidentielle au ministère de la Défense qu'il était prêt à révéler toute la vérité. Il a ensuite été retrouvé chez lui, poignardé avec sa propre baïonnette. Un suicide, j'imagine. Le rapport parlementaire détaillé sur l'armée secrète suisse a été présenté au public le 17 novembre 90. Selon The Guardian, P26 était soutenu par P27, une agence privée de renseignement étrangère financée en partie par le gouvernement et par une entité spéciale du renseignement de l'armée suisse qui avait constitué des dossiers sur près de 8000 personnes suspectes, parmi lesquelles des gauchistes, des autocollants, des témoins de Jéhovah. C'est quoi des autocollants? Ouais, des témoins de Jéhovah, je vois, mais les autocollants, là, j'ai pas compris. Des personnes aux tendances anormales et des manifestants antinucléaires. Ouais ben. Le 14 novembre, le gouvernement suisse a dissous à la hâte P26, dont le chef, il est apparu, avait été payé 100 000 livres par an. En 91, un rapport du magistrat suisse Pierre Cornu a été rendu public par le ministère suisse de la Défense. Il a conclu que P26 était sans légitimité politique ou juridique et a décrit la collaboration du groupe avec les services secrets britanniques comme intense. À l'insu du gouvernement suisse, des responsables britanniques ont signé des accords avec P26 pour fournir le retour du chat. Putain, fait chier lui. Connard de putain de greffier. Bon, j'étais où? À l'insu du plein gré du gouvernement suisse et des responsables britanniques ont signé des accords avec P26 pour fournir une formation au combat, aux communications et au sabotage. Le dernier accord a été signé en 87. Les cadres de P26 ont participé régulièrement à des exercices d'entraînement en Grande-Bretagne. Des conseillers britanniques, peut-être du SAS, ont visité des établissements de formation secrets en Suisse. Le P26 était dirigé par Ephraim Catelan, connu des services secrets britanniques. Dans une conférence de 2005 présentant les recherches de Daniel Ganser sur Gladio, Hans Sen, chef d'état-major général de l'armée suisse entre 77 et 80, expliquait comment il avait été informé de l'existence d'une organisation secrète au milieu de son mandat. Selon lui, il est déjà... Mais putain, le matou, il se barre pas, hein. À chaque fois, il se revient, là. Je vais finir par cracher une pelote de poêle, moi, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc, j'étais où? Hans Sen, machin, au milieu de son mandat. Ouais, ok. Selon lui, il est déjà devenu clair en 80, à la suite de l'affaire Schilling-Bachmann, qu'il y avait aussi un groupe secret en Suisse. Mais l'ancien député Helmut Hubacker, président du Parti social-démocrate de 75 à 90, a déclaré que bien qu'il ait été connu des services spéciaux existaient, qu'il ait été connu que des services spéciaux existaient au sein de l'armée, en tant qu'homme politique, il n'aurait jamais pu savoir à aucun moment que P26 était derrière tout ça. Hubacher a souligné que le président de l'enquête parlementaire sur P26, PUC-EMD, homme politique de droite d'Appenzell, et membre du Conseil des États de ce canton, Carlo Schmitt avait souffert comme un chien lors des enquêtes de la commission. Pas tout compris là.
Carlo Schmitt a déclaré à la presse « J'ai été choqué qu'une telle chose soit possible » et a déclaré à la presse qu'il était heureux de quitter l'atmosphère complotiste qui avait pesé sur lui comme une ombre noire pendant les enquêtes. Hubaché a trouvé particulièrement troublant que, outre son mandat officiel d'organiser la résistance en cas d'invasion soviétique, P26 ait également pour mandat de devenir actif si la gauche réussissait à obtenir une majorité parlementaire. Rigolo ça. Ok, Daniel Ganser et la critique. L'historien suisse Daniel Ganser, dans son livre de 2005, Les armées secrètes de l'OTAN, l'opération Gladio et terrorisme en Europe occidentale, a accusé Gladio d'essayer d'influencer les politiques par le biais d'opérations sous fausse bannière et d'une stratégie de tension. Ganser allègue qu'à diverses occasions, les mouvements de non-participation sont devenus liés au terrorisme d'extrême droite, à la criminalité et aux tentatives de coup d'État. Dans les armées secrètes de l'OTAN, Ganser déclare que des unités Gladio ont étroitement collaboré avec l'OTAN, oui. Pourquoi pas, le Tian, c'est bon, un Tian. Et la CIA, et que Gladio, en Italie, était responsable d'attaques terroristes contre sa propre population civile. Critique de Ganser. Et c'est la fin? Pas tout à fait. Mais bon, on y arrive. Ah, j'arrive pas à la finir, cette clope. Hein. Ah. Donc, critique de Ganser. Pire, Henrik Hansen, chercheur à l'université de Roskilde, a écrit 2 critiques cinglantes du livre pour l'International Journal of Intelligence and Counterintelligence et le Journal of Intelligence History, décrivant le travail de Ganser comme un livre journalistique avec une grosse cuillerée de théorie du complot. Qui ne présente pas la preuve et une explication approfondie de la prétendue conspiration entre les États-Unis, la CIA, l'OTAN et les pays européens. Hansen a également critiqué Ganser pour avoir fondé sa revendication de la grande conspiration sur le manuel de terrain 30 et 31B de l'armée américaine, un faux document supposé de l'époque de la guerre froide. Alors c'est un faux document supposé, ça se trouve c'est un vrai document. Et le fameux USB field machin là. Ouais. Bon. Je vais regarder ça après. Oui. La critique du livre de Hayden Peake, Intelligence in récente public littérature, soutient que Ganser ne parvient pas à documenter sa thèse selon laquelle la CIA, le MI6, l'OTAN et ses amis ont transformé Gladio en une organisation terroriste. Ça peut se cacher facilement, peut-être ce genre de truc. Hein. Quand t'as déjà une organisation secrète, faire un secret dans un truc secret, ça le rend encore plus secret. Donc pour trouver des trucs super secrets, ça devient vachement compliqué d'avoir des preuves. Bref, bon, moi je dis ça, peut-être pas, hein, effectivement. Philippe H.J. Davies ou du Brunel University Center for Intelligence and Security Studies conclut également que le livre est gâché par des conspirations imaginaires, des notions exagérées sur l'ampleur et l'impact des activités secrètes, des malentendus sur la gestion et la coordination des opérations au sein et entre les gouvernements nationaux et un échec presque total à placer les actions et les décisions en question dans le contexte historique approprié. Selon Davies, le problème sous-jacent est que Ganser n'a pas vraiment entrepris les recherches les plus élémentaires nécessaires pour pouvoir discuter efficacement des actions secrètes et des opérations spéciales. Olav Rist de l'Institut norvégien d'études de la défense, écrivant pour la revue Intelligence and National Security, mentionne plusieurs cas où ses propres recherches sur le réseau Stay Behind en Norvège ont été déformées par Ganser et conclut qu'une... Bon, elle va sortir la pelote de poêle là ou pas? Apparemment pas. Bon, là j'étais où? Olav Rist de l'Institut machin chose mentionne plusieurs cas où ses propres recherches sur le réseau Stay Behind en Norvège ont été déformées par Ganser et conclut qu'une réfutation détaillée due de nombreuses allégations infondées
que Ganser accepte comme découvertes historiques remplirait un livre entier, tout ça. Dans un article conjoint ultérieur avec Leopoldo Nuti de l'Université de Rome, les deux ont conclu que les conclusions ambitieuses du livre ne semblent pas entièrement corroborées par une évaluation solide des sources disponibles. Ok. Laurence Kaplan a écrit une critique mitigée félicitant Ganser d'avoir fait des efforts héroïques pour démêler de nombreux fils qui relient cette conspiration imbriquée de droite, mais affirmant également que faire un lien entre les organisations terroristes dans les pays de l'OTAN et un plan directeur centré sur l'OTAN, le quartier général militaire, nécessite une série de faits que Ganser ne peut pas gérer. Kaplan pense que certaines des théories du complot de Ganser peuvent être correctes, mais qu'elles nuisent à la crédibilité du livre. Dans une critique plutôt positive pour la revue Cold War History, Béatrice Heuser fait l'éloge de l'étude fascinante de Ganser, tout en notant que cela aurait certainement amélioré le travail si Ganser avait utilisé un ton moins polémique et avait parfois concédé que l'Empire soviétique n'était en aucun cas plus agréable. L'analyste de sécurité John Prados écrit « Ganser, l'analyste principal de Gladio, présente des preuves dans de nombreux pays que les réseaux Gladio constituaient des éléments antidémocratiques dans leur propre société ». Le département d'État américain a déclaré en 2006 que Ganser avait été dupe de la désinformation longtemps discréditée de l'époque de la guerre froide et dupé par la falsification. Dans un article sur les réseaux Gladio Stay Behind et le US Army Field Manual 3031B, ils ont déclaré « Ganser traite le faux comme s'il s'agissait d'un document authentique » dans son livre de 2005 sur les réseaux Stay Behind, Secret Armies, Opération Gladio en terrorisme in Western Europe et l'inclut comme un document clé sur son site web sur le livre. Réponse de 2006 du département d'État américain. Le département d'État américain a publié un communiqué en janvier 2006 selon laquelle, tout en confirmant l'existence d'efforts de maintien en arrière de l'OTAN en général et la présence de l'unité de maintien en arrière Gladio en Italie en particulier, dans le but d'aider la résistance en cas d'agression soviétique dirigée vers l'Ouest à partir du pacte de Varsovie, a rejeté les allégations de tout terrorisme américain ordonné, soutenu ou autorisé par les unités restées en arrière. Le département d'État a déclaré que les accusations d'opérations sous fausse bannière soviétique parrainées par les États-Unis sont une redistribution de l'ancienne désinformation basée sur les documents que les soviétiques ont falsifiés, spécialement le manuel de terrain de Westmoreland. Alors c'est celui-là, oui, c'est bien le 30-31. Le prétendu faux d'origine soviétique diffusé dans les années 70 formulait explicitement la nécessité d'une stratégie de tension impliquant des attaques violentes imputées aux groupes radicaux de gauche afin de convaincre les gouvernements alliés de la nécessité d'une contre-action. D'une contre-action, pas une contraction. Il a également rejeté les allégations d'un journaliste grec communiste faites en décembre 2005. Ok, bah putain, on en est arrivé au bout. 1h26. Ouah, 22 news. C'est fatigant hein, quand même. Hein. Bon, c'était édifiant tout ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah moi j'ai dit à peu près ce que j'en pensais, c'est-à-dire que genre les manuels de terrain Westmoreland, la bidule, qui sont des faux ou peut-être pas, on sait pas vraiment. Alors oui, effectivement, ça peut être des faux soviétiques, ça serait pas étonnant. Ça peut être aussi des vrais américains, ça serait pas trop étonnant non plus. Que les Amerlocs fassent des opérations sous faux drapeau, ça se serait déjà vu. Hein. Donc je ne sais pas, mais voilà, bon, bah c'était très 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 intéressant, n'est-ce pas hein, voilà. Si ça vous a plu, donc pouce en l'air, sinon pouce dans le cul, cloche sur la tête, abonnage, et bisous bisous les petits gnous. Allez, moi je vais aller boire un truc, parce que là, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Allez, à plus.